Ni mortel ni dieu ne pouvait résister à la douce mélancolie du chant et de la lyre d'Orphée, un musicien aux chants célestes. Ce dernier s'éprit de la nymphe Eurydice, avec qui il coula des jours heureux, jusqu'à ce que celle-ci périsse, mordue par un serpent. Empli de douleurs et de tourments, Orphée entreprit de faire ce que presque aucun mortel avant lui n'avait fait. Suivre le long cours du fleuve Styx pour descendre jusque dans le monde souterrain, le royaume du dieu Hadès. Là-bas, il réclamerait la liberté de sa dulcinée auprès du souverain. On dit que malgré les épreuves, et grâce à son talent béni des dieux, Orphée parvint à envoûter les enfers en entier, incluant le chien Cerbère, et jusqu'à Hadès lui-même, qui lui proposa un marché. Eurydice serait libérée si Orphée parvenait à faire le chemin inverse, sans lui tenir la main, sans jamais s'arrêter, et sans jamais se retourner pour vérifier qu'elle fût bien derrière lui. Mais même pour un homme aussi doué et patient qu'Orphée, les chemins qui séparaient la vie et la mort étaient emplis de doutes. À la toute dernière seconde, alors que les premiers rayons du soleil pointaient sur son visage, il se retourna d'un bond pour tendre la main à Eurydice et la hisser jusqu'à la surface. Il n'en fallut pas plus pour qu'il la voie disparaître, ravalée d'un seul coup par le monde des morts. Bonjour tout le monde, bienvenue à ces monstres dans le placard du mois d'octobre. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien. Moi, le octobre, c'est une période que j'aime beaucoup parce que j'adore les histoires de peur, j'adore l'automne et j'adore l'Halloween également et toutes les fêtes qui se rattachent à cette période de l'année. Mon petit côté spooky là, qui ressort, puis mon amour des monstres est plus vivant que jamais. Et l'amour des monstres est plus vivant que jamais, c'est bon ça, parce Oui, qu'on approche de la période où les morts vont se ramener aussi. Alors ça, c'est ça qui se passe aussi en octobre. et les gens se déguisent en morts, comme moi, c'est mon mois d'animation où je fais ce qu'on appelle le scare actor, donc actrice d'horreur. Fait que je joue souvent des monstres dans le cadre de maisons hantées, d'événements d'Halloween, et j'aime beaucoup ça. C'est le moment de l'année où tu as le droit de faire peur intentionnellement. C'est ça l'objectif. Oui! C'est vraiment très différent de quand on anime des enfants, des familles dans d'autres contextes. Donc, c'est super plaisant. Oui! Et d'ailleurs, on salue au passage tous nos amis comédiens, comédiennes qui travaillent au Festival de la Frayeur Oui. en ce moment. Euh, et aujourd'hui, ben, vous savez qu'au mois d'octobre, on essaie de faire quelque chose de spécial. On a fait Le Diable la première année, Les Tueurs en série, on a fait La Corriveau, les Freak Shows, ça c'était en novembre. La Corriveau. Euh, et cette année, bon, ça, c'est un peu une de mes lubies, mais cette année, on proposait quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qu'on a proposé cette fois-ci, Eh Sabrina? bien, on vous propose de vous parler de l'outre-monde. L'outre-monde, l'au-delà, le monde des morts, Oui. l'autre monde, l'inframonde, je sais pas si je me répète, il y en a tout plein. Et il La, y a même la- le séjour des morts aussi qui est utilisé très souvent. oui, la dernière fois, j'avais promulgué ça, j'avais fait la promotion de ça en disant le sous-monde, mais c'était une libre traduction de Underworld, parce que en anglais, ils appellent ça littéralement le Underworld, le monde sous le monde. Le monde Et souterrain c'est ou... ça, le ouais. monde souterrain. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective parce que, comme on va le voir, euh, dans la majorité des cas, c'est littéralement sous la terre. Mhm. C'est dans plusieurs systèmes de croyances, le monde des morts est sous nos pieds. Le monde des dieux est en haut, mais le monde des morts est en dessous des pieds. Et ça me surprend et me fascine. Mais d'abord,
C'est quoi ta relation? C'est quoi ton rapport avec l'outre-monde, toi, Sabrina? Ouais, moi, l'outre-monde, ça va être bizarre comme, Oh, ça comme commence en explication. force. Moi, c'est mon enfance tourne beaucoup dans cet univers-là parce que j'ai toujours été une grande fan de films de Tim Burton. Et ça a débuté avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, où ce qu'on parle d'un monde d'Halloween, un monde, le monde des morts, des squelettes, des trucs qui sont gloomy, spooky, excusez pour les termes anglophones, mais c'est ça pareil. Et moi, j'ai toujours eu un attachement un peu aux personnages qui viennent d'ailleurs, qui reviennent d'entre les morts. Je pense à la Marie cadavérique aussi, qui a marqué mon enfance. Et toutes sortes d'univers où il y a des personnages qui sont un peu effrayants, mais qu'en réalité, ils sont super fins, puis ils vivent des trucs ben, comme les humains, finalement. Puis, ben, j'ai toujours eu une espèce d'attachement, un sentiment de familiarité, je te dirais, avec ce genre d'univers-là. Et j'ai toujours été intriguée et appelée aussi par ces mondes-là, à savoir, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on se pose tous la question. Pour ceux qui sont pas athées, là. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien aussi. C'est bien correct. Donc moi, j'aimerais ça qu'il y ait de quoi de le fun et de Halloweenesque de l'autre bord. Ben, Bref, voilà. on se rejoint dans ce cas-là sur notre rapport personnel à ça, parce que moi, l'outre-monde, l'inframonde, c'est mon jazz. Moi, c'est vraiment, j'ai aussi grandi avec ces univers-là dans mon imaginaire. Cette esthétique un peu grotesque, un peu noire, un peu glauque, ça a toujours fait partie de moi, puis je m'y identifie énormément. Et j'ai fait, pour l'émission aujourd'hui, j'ai retracé certaines des grandes influences sur ma vie, puis je me suis rendu compte, oh mon Dieu, presque toutes les sources de fantastique dans ma vie ont eu un rapport avec ça, le monde des morts, l'autre monde, l'au-delà. Et j'inclus là-dedans notre projet des monstres dans le placard, puisque on veut pas, on recoupe ça euh, à chaque fois qu'on parle des monstres. Et, mais je me rends compte aussi que c'est un champ qui est pas juste personnel pour moi, qui est personnel, semble-t-il, pour l'ensemble de l'humanité. Et ça va nous permettre, cette généralisation, ce sujet amené depuis la nuit des temps, euh, de nous garrocher tout de suite dans les origines. Les origines de l'outre-monde, de l'inframonde, l'autre monde, Oui, l'au-delà, le séjour des morts. Le séjour des morts, on dirait que c'est l'appellation que je préfère. ça a l'air d'une croisière. Oui, ça fait reposant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un terme générique là, qui désigne des croyances comme quoi qu'il y aurait des mondes surnaturels qui accueilleraient les âmes après Oui, leur décès. Donc, oui, on peut observer différentes traditions, en fait, notamment, on parle du paradis, de l'enfer dans les religions, donc plus, ben, nos religions, les religions abrahamiques. On oui, parle des Champs-Élysées dans la mythologie grecque, on parle du oui. Shéol dans la Bible hébraïque, et il y en a tout plein, pour vrai, je pourrais jamais passer au travers de tout ce qui existe. Ben, effectivement, moi non plus, j'ai pas cette capacité-là parce que juste une recherche sommaire m'en a donné une centaine à départager. Oui, Euh, et mais c'est le mois d'octobre. Et dans le mois d'octobre, d'habitude, on fait des décomptes. oui, mais Et moi, attends, avant d'aller dans le décompte, oui, oui, pardon. j'aimerais qu'on continue dans un peu la définition de l'au-delà. Oui, Parce que c'est un terme qui désigne un concept qui est oui, presque présent dans toutes les religions, dans un ensemble de croyances. Alors, on effectivement. parle de quelque chose qui se déroulerait dans notre monde, puis des événements, dans le fond, qui se déroulent après la mort. Fait que c'est comme si la vie après la mort, bon, ben, c'est un peu ça le concept. Oui. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà du côté surnaturel, on parle des premières euh, sépultures préhistoriques qui ont été retrouvées Mhm. pour célébrer les défunts. Ça a été retrouvé vers l'an moins 100 000
Donc, il y aurait des traces de rituels funéraires qui auraient été observés même dès l'an moins 300 000 ans, là. Ben oui. Donc, l'au-delà serait apparu là, vraiment dans les sociétés néandertaliennes. Puis, ça s'est répercuté. Donc, il y a une pérennité qui a été là jusqu'au aujourd'hui, en fait. Ça, c'est hot parce que néandertalien, ça veut dire que c'était pas notre espèce. Dans le fond, Mhm. c'est là depuis plus longtemps que l'Homo sapiens. C'est là plus longtemps que Ouais. nous. Puis là, Fait que le concept possible, c'est pas certain, qu'il y aurait une conscience une espèce de croyance en l'âme des individus, ça serait apparu là, au Paléolithique supérieur. Donc, il y aurait des sépultures retrouvées dans cette époque-là avec des rites funéraires qui laisseraient sous-entendre peut-être qu'ils croyaient déjà à l'âme à cette époque-là. ou du moins à l'importance de ritualiser la mort. Oui. Mais Sinon, pour faire quelques mentions au niveau de l'Antiquité, chez les Égyptiens, l'au-delà, c'est l'univers où séjournent les dieux et les morts bien heureux. Donc, quand tu as une bonne vie, que tu as pesé ton cœur sur le sens du monde, ben, généralement, tu te retrouves dans le domaine d'Osiris. Mais il y aurait aussi le domaine souterrain qui existerait aussi pour les gens qui ont commis des abominations. Donc, tout dépendamment de ton karma, si je puis dire ça comme ça. Il y a l'autre monde aussi dans la civilisation celtique. Donc, en gaélique, on dit le mot Cid, qui est un lieu où séjournent les dieux aussi. Donc, c'est... les humains n'ont pas accès à ce monde-là. Fait qu'il y a des mondes où ce que tu t'en vas rejoindre les dieux, puis il y a des mondes où ce que ben, tu n'as pas accès, c'est un salon privé euh, mythologique, tu n'as pas le droit. Chez les Grecs, on parle de l'au-delà, ce serait l'invisible, qu'on dit l'Hadès. Oui, Puis, chez les Aztèques, en fait, il y aurait plusieurs mondes des morts. Donc, le Mictlan, le oui, Tlalocan. Là, je les nommerai pas tous parce que je vais massacrer les deux autres qui sont beaucoup plus longs. Mais en bref, dépendamment de comment tu es décédé, tu te retrouverais dans un monde différent. oui. C'est quand même assez intéressant. Puis au niveau des traditions spirituelles, donc dans le monothéisme, là, on reste dans le classique, donc on est le paradis, l'enfer, et d'après la théologie catholique, il y aurait le purgatoire également. Entre Donc les deux. c'est pas mal ce qui ferait le tour de ce que moi j'ai trouvé, là, parce que comme je dis, c'est une recherche infinie. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que chaque religion, chaque coin de pays a ses croyances par rapport à ça. Donc c'est super intéressant. Puis, ben, pour vrai, je me suis ramassée dans un pas pire rabbit hole de tradition. Puis, j'aurais pas pu faire le tour. Et moi donc, Ouais. de me ramasser dans le rabbit hole et j'en ai trouvé tout un tas de, de, de traditions et de sous-mondes, d'inframondes, d'outre-mondes. Euh, Fait que j'ai décidé, comme à notre habitude, de faire un top 5 Wouh! ainsi que des mentions spéciales à ceux-là que je trouvais les plus funky. Ah, j'aime ça. Euh, avant toute chose, par exemple, je veux compléter les informations que tu as dites. Bien sûr. Euh, En parlant des affaires qui sont communes à beaucoup de ces traditions-là. Parce que c'est déjà un peu étrange que dans autant de cultures à travers le monde, il y ait le même concept de inframonde, d'outre-monde, qui n'est pas seulement un monde comme c'est pas une réalité alternative, c'est vraiment une place qui existe sur Terre. Et souvent, c'est sous la Terre, mais quelquefois, c'est juste loin. C'est juste comme vraiment comme aux extrémités du monde. Entre autres, on parle que dans la mythologie, je ne sais pas si je peux parler de la mythologie, mais du moins dans certaines croyances traditionnelles slaves, on parlait du virage qui était, et le virage, c'était le monde où les morts allaient et les oiseaux, quand ils partent en pèlerinage, s'en allaient là aussi. Et on disait que c'était au-delà de la mer, au-delà de l'horizon, au l'autre bout de la Voie lactée. Donc, c'était loin. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir celles qui étaient qui avaient des points en commun. Premier point en commun. La majorité des sous-mondes sont sous la Terre. Donc, c'est en dessous du monde. Tu as parlé de la douate égyptienne, où là, c'est l'endroit où le soleil disparaît pour revenir au matin. Donc, pendant la journée, il traverse le ciel d'est en ouest, puis pendant la nuit, il s'en va en dessous de la Terre, puis il traverse d'ouest en est. Euh,
Dans la majorité des cas, c'est là. Deuxième chose qu'on rencontre souvent, l'autre monde, l'inframonde, a souvent le nom de sa divinité tutélaire. Donc, la place s'appelle comme le dieu. Exemple, Hadès, chez les Grecs, c'est le nom du dieu des morts. Et c'est également le nom du royaume des morts. Même chose, Orcus chez les Romains. Même chose, Mictlan dont on parlait chez les Aztèques. Euh, J'en ai plein, il faut que je fasse. Tunela pour les Finnois. Il y en a tout plein de ça. Ça, c'est une autre caractéristique qu'on voit. Le palais ou les endroits des dieux, l'endroit des morts, c'est le même nom que le dieu qui règne sur l'endroit des morts. L'adjectif qu'on utilise d'ailleurs pour parler des endroits qui sont sous la terre et qui sont les autres mondes, les royaumes des morts, on dit que c'est l'adjectif chtonique. Et si ça sonne un peu cthulhuesque, c'est sans doute parce que ça se rejoint dans l'écriture de Lovecraft. Le terme chtonique, c'est même le nom Sûrement. d'une bébite. Dans... Howard y avait pensé. Ben oui, mais en fait, ça vient de la divinité Chthon, qui est grecque, Ah, et qui habitait sous la terre, qui faisait partie des titans qui habitaient là. Je ne veux pas me voler des punchs parce qu'on va en parler un peu plus en détail tantôt. Autre chose qui est souvent associée aux outre-mondes, euh, la majorité d'entre eux requièrent des rituels particuliers pour y entrer comme du monde. C'est difficile de rentrer là. C'est encore plus difficile d'en sortir, mais c'est très difficile de rentrer et et ça prend des rituels adéquats, sinon tu ne vas pas passer ou sinon ça va être extrêmement difficile de te rendre. Euh, Exemple, dans le Mictlán des Aztèques, ça prend 4 ans pour te rendre au pays du repos éternel. Euh, à moins que tu aies l'approbation d'une entité, un psychopompe. J'adore ce mot-là, je vais le dire encore. psychopompe. Un psychopompe, qui est une Wow. entité qui permet de traverser directement dans le royaume des morts. Souvent un oiseau, Je souvent. m'attendais pas à ça comme définition. Oui, un psychopompe, c'est quelqu'un qui permet qui prend l'âme et qui la fait traverser. Ah. Donc, quand on parlait de pompe funèbre, on ne voulait pas dire qu'il était en train de vous crinquer un bras puis faire sortir le jus par la bouche. On voulait dire qu'il vous traversait d'une place à un autre. Fait que c'est plus un passeur funèbre. Exact. OK. Le rôle de Charon dans la mythologie grecque, c'est ça. Il Oui. te fait passer d'un bord du Styx à l'autre. Qui a été Et repris d'ailleurs dans un des romans de Patrick Sénécal pour à peu près ce concept dans Elle.com. aha! Il y a un personnage qui s'appelle Charon, puis j'ai fait Ah, c'est sûr que c'est ça la référence. Ben, crime, le Charon initial, dirais-je. Mhm. Donc, c'est ça, c'est dur de rentrer dans le royaume des morts, c'est encore plus dur d'en sortir. Et dans beaucoup de mythologies, il y a un point de non-retour où là, ça devient absolument impossible de sortir du royaume des morts. C'est quand on a mangé la nourriture des morts. C'est là en Asie, c'est là chez les Grecs, c'est là chez les Nordiques. Dès que vous mangez la nourriture du royaume des morts, vous ne pouvez plus jamais rentrer. Vous ne pouvez plus revenir dans le monde des vivants. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'explication sur pourquoi la nourriture des morts rend le passage impossible. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est l'action de l'appartenance. Je ne sais pas. Peut-être parce que, ouais, c'est intriguant. C'est sûr. Ça me surprend. Autre phénomène intéressant, dans presque toutes les mythologies où on retrouve un inframonde, on retrouve une histoire de quelqu'un qui est rentré et sorti. Il y a toujours un personnage mythologique qui a trouvé le moyen d'entrer parmi les morts et de revenir parmi les vivants. Aller C'est chercher sa dulcinée dans le monde des morts aussi. exact. Et c'est Ouais. presque tout le temps là, cette histoire-là. On argumente que c'est probablement pour faire passer comme le personnage principal pour un héros particulièrement héroïque, de réussir l'acte impossible. Mais c'est quand même surprenant à quel point cette tendance-là est là. Et la dernière chose que je veux dire pour le général, c'est que dans certaines mythologies, comme chez les Grecs, chez les Japonais, euh, l'entrée
du monde des morts, c'est une place connue, physique, dans le monde. Euh, on pensait qu'une des entrées de la rivière Styx était en Crète, chez les Grecs, et on pensait on pense encore d'ailleurs, que l'entrée de Yomi, l'enfer des Japonais, serait quelque part dans la province d'Izumo au Japon. Donc, il y a une place qui est l'entrée du royaume des morts et elle existe sur Terre et tu peux y aller. Hi! Donc, c'est spécial comme concept. Je me dis, il y a forcément quelqu'un qui, sur un pas game, à un moment donné, a essayé de rentrer dans le royaume des morts. Jamais je croirais. Ce serait terrifiant. C'est un bon début d'histoire d'horreur, en fait. Ben oui! Il me semble que j'en ai pas vu beaucoup de ça. En tout cas, Ah. euh, OK, juste pour... on va faire ça très, très rapidement parce que on pourrait passer, comme tu as dit, Sabrina, des millénaires à faire ça. Mais je veux faire mon top 5 euh, des mondes des morts, des séjours des morts, comme tu l'as dit tout à l'heure. En commençant par l'Hadès. L'Hadès, qui est le monde, le sous-monde, l'inframonde des Grecs, d'où la divinité tutélaire Hadès, qui est le frère de Zeus, euh, et qui a trois niveaux. Euh, le Tartare, l'Asphodèle et les Champs-Élysées, dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, et sans oublier les portes de l'enfer qui ont la mention spéciale d'être gardées par le Cerbère. Euh, le tartare, c'est le trou, c'est pas le type de choses que vous mangez là-bas. Là. C'est le pit au fond de l'enfer qui est infini et dans lequel les titans ont été lancés à la création du monde. Donc, lorsque que Zeus a établi le panthéon actuel, les anciens dieux, les titans, ont été coupés en morceaux et pitchés dans le trou sans fin, au fond des enfers. C'est également là que résident Hadès et sa cohorte, qui surveillent les dépouilles des titans. Et ça, c'est un peu le pire endroit pour se ramasser en enfer. Euh, Sinon, la place généralement associée aux morts, c'est les plaines d'Asphodèle, les plaines des cendres. Ça, c'est l'endroit où les morts se rendent s'ils n'ont aucune distinction, si c'est juste comme des morts de base. Vous errez dans les plaines de cendres pendant l'éternité, puis vous allez graduellement oublier qui vous êtes parce que vous allez traverser les rivières de l'enfer, les rivières de l'Hadès. Et ça, c'est une des caractéristiques particulières de l'outre-monde grec, c'est qu'il y a plein de rivières, il y a plein de fleuves qui traversent l'outre-monde. Le Styx, qui est la rivière de sang, de haine, l'Achéron, qui est le fleuve de la souffrance, Phlegéton, pardon, ça ressemble à un rigodon quand je le dis. Les Euh, guettons. le Phlegéton, qui est le fleuve du feu, le Cocyte, qui est le fleuve des pleurs, et le Lété, qui est le fleuve de l'oubli. Le fleuve de l'oubli, c'est lui qui fait en sorte que tu perds la notion de quitter et qu'après la mort, tu te rappelles de rien, en fond. OK. La seule manière de te sortir de ça, c'est si tu as mené une vie exemplaire, si tu es quelqu'un dont les gens vont chanter le nom pendant des siècles, eh bien, tu pourrais te ramasser aux Champs-Élysées, que ça, c'est la bonne place. C'est là que tu veux être. C'est les champs Ça n'a rien à infinis voir avec la place que tu peux visiter. à Paris. Non, c'est pas la même chose. La chanson est plus impressionnante que le lieu d'ailleurs Hey, pour les gens t'imagines-tu qui si tu te ramasses. s'imaginent quelque T'imagines-tu chose tu te rentres aux Champs-Élysées, puis c'est cette tune-là de Joe Dassin qui joue Forever, en boucle. Hey, ça ça serait serait plus comme. proche de l'enfer que d'autre chose, hein, on va se le dire. Mais les Champs-Élysées font partie de la l'Hadès. Ils sont en dessous de la terre. Fait que même les dieux, les héros doivent résider sous la terre. Le seul qui s'en est sorti, c'est Héraclès, parce qu'il est allé résider dans le Panthéon, mais tous les Oui. autres sont là. Des visiteurs qui sont rentrés puis sortis, Héraclès en est un, Thésée, Orphée, même si ça n'a pas marché comme il voulait, son affaire, il était essayé d'aller sortir sa dulcinée, puis il s'est retourné à la dernière seconde, le tabarouette. Donc, ça, On c'est. peut pas y en vouloir, là. On n'a pas vécu ça. Ça Eh doit être non, top de pas se revirer. il s'est reviré à la dernière seconde, puis il a tout fait foirer. Ah, Bon. maudit. Euh, autre outre-monde très connu et qui fait partie du top 5, Hell, qui n'est pas l'enfer.
mais qui est vraiment le monde sur la troisième racine d'Yggdrasil. Ouais, nordique, viking. C'est ça, c'est l'outre-monde viking, gouverné par Hel ou Hela, dépendamment de quel bord vous venez, qui est la géante qui a la moitié de la face brisée, brûlée et qui surveille les morts qui y entrent. Ce nom-là, Hell, vient probablement du proto-germanique Kel, qui veut dire caché. Ce serait donc le monde caché. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au début, Hell, c'était l'endroit où tous les morts allaient. Puis à un moment donné, on estime probablement avec les Eddas plus récentes, on s'est mis à faire une distinction entre Hell et Valhalla, qui est le hall de la valeur, qui est l'endroit où les gens qui sont morts au combat vont. Puis maintenant, on a gardé beaucoup plus Valhalla que Hell comme outre-monde, comme au-delà des racines nordiques. Euh, Ensuite, tu as parlé tout à l'heure de la Duat, qui est, on en a parlé d'ailleurs quand on parlait des momies, qui est l'outre-monde égyptien. Et tu as raison, c'est aussi l'endroit où le soleil va se cacher, c'est l'endroit où les morts errent, et c'est aussi la résidence de plusieurs dieux, dont Osiris, Anubis, Thoth, Horus, Mat, Hathor et Ra, qui est le soleil, parce qu'il passe quand même la moitié de son temps là. Euh, c'est une des sous-mondes, une des inframondes avec le meilleur, le système de passation le plus intense. C'est comme une grosse université. Pour pouvoir passer jusque dans du Duat à Aru, qui est le champ des roseaux, qui est une version du monde, une version parfaite du monde. Donc, c'est le même monde que la Terre, mais comme upgradé. Pour pouvoir passer là, il fallait que vous soyez capable de nommer les 42 assesseurs de la divinité Mat et à chacun, vous deviez confier une occasion où vous avez contourné un vice. Donc, vous avez évité un de vos vices et vous avez le cœur. Il faut que vous disiez 42 fois à quel point vous aviez la conscience tranquille. Et le dernier test, au bout du 42e, on soupesait votre cœur contre une plume du dieu Mat. Et si votre cœur était plus lourd que la plume, alors on assumait que votre conscience n'était pas libre. Et on vous faisait errer et désintégrer graduellement dans la douate. Euh, alors que si elle était, vous aviez une conscience libre, là, vous entriez dans Haru et vous alliez passer l'éternité dans les merveilles du bord d'une île onirique. Wow. Je continue avec la Shéol. La Shéol que tu as mentionné 66 fois dans l'Ancien Testament. Vraiment, contrairement à l'enfer, qui est pratiquement pas mentionné dans la Bible, la Shéol est mentionnée en tabarouette. Et on pense que selon l'hébreu, Sheol, dans le fond, ça veut juste dire tombe. Ça veut juste dire la tombe. Parce que il y a plusieurs prophètes qui invoquent la Sheol, qui promettent la Sheol à leurs ennemis. Puis, dans le fond, on veut juste dire, ben, ils vont juste mourir, ils vont juste être dans la tombe. Euh, le prophète Isaïe, par contre, donne un aspect à la Shéol qui est peut-être plus proche de l'enfer qu'on connaît, qui est plus il rentre d'âme dans la Shéol, plus elle a faim d'âme. Donc, la Shéol est comme vivante. La Shéol a comme besoin de manger des âmes humaines, puis plus qu'elle en a, plus qu'elle en veut. Et ça a été, ça a été comme je pense, peut-être le mythe originateur de l'enfer tel qu'on le connaît. Et aussi notre chum Ézéchiel, qui nous a donné des anges un peu weird, qui lui a dit que dans ses visions, il avait vu l'Égypte entière sombrer dans la Shéol. Donc, le pays au Hmm. complet juste rentrer dans la tombe. Et mon dernier dans mon top 5, j'en parle parce qu'on s'en est parlé un peu avant l'émission. Le Mictlan aztèque.
J'en parle aussi parce que en termes de détails donnés sur l'autre monde, il est vraiment top. Il y a vraiment des affaires, je dirais pas cool, mais je dirais impressionnantes avec le Mictlan. Euh, Premièrement, Mictlan est chapeauté par le dieu Mictlan Tehutli et sa femme Mictecacihuatl, bien sûr, prononciation à corriger, qui étaient les deux divinités qui sévissaient dans cet endroit-là. Phénomène intéressant, les personnes qui règnent sur les enfers ou sur l'outre-monde dans beaucoup de mythologies, c'est toujours le dieu et sa femme. Quelquefois, c'est l'inverse, c'est la femme et son dieu, mais c'est presque tout le temps un couple. Et Ça prend un power couple pour gérer les enfers. exact, ça prend un power couple pour gérer ça. C'est bizarre parce que des fois, dans comme la version du paradisiaque, là, la version des cieux, il y a souvent comme une divinité qui est au-dessus de tout le monde, mais là, c'est tout le temps un couple. Euh, Même chose, Hadès et Perséphone, il y a tout le temps un power couple. Euh, et une chose que j'ai trouvée intéressante à propos du Mictlan, c'est que c'était déjà l'outre-monde avant qu'il y ait des humains, et la divinité Quetzalcoatl, qui a créé les humains, a dû se rendre dans le Mictlan parce que c'est là qu'il y avait les os. Tous les os du monde viennent du Mictlan et il a été obligé d'en ramasser une poignée pour la sortir des enfers, la sortir du Mictlan et créer les humains. Sauf qu'il s'est fait entourlouper plusieurs fois et il en a échappé, puis il a été obligé d'en ramener de différentes sources. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que les Aztèques expliquaient que les humains n'étaient pas tous de la même grandeur. Ils avaient ramassé des bouts d'os différents de différentes choses. Je trouvais Hmm. ça intéressant. Oui. Le Mictlan, c'est le plus peuplé, mais il y en a d'autres, c'est une des destinations, tu en as parlé, il y a plusieurs destinations dans la culture aztèque. Les guerriers puis les sacrifiés allaient accompagner le soleil levant. Les femmes mortes en couche allaient rejoindre le soleil couchant. Il y en avait d'autres qui allaient rejoindre la lune. Mais le monde souterrain, le Mictlan, ça, c'était réservé aux humains de tout Akabi et qu'il fallait le traverser pendant 4 ans, à moins d'être guidé par un oiseau. Et si vous le passiez à travers, si vous passiez à travers le Mictlan, là, vous étiez confronté à des épreuves incroyables, comme des montagnes qui s'écrasent les unes sur les autres, un vent qui garoche constamment des couteaux, une rivière de sang avec des lianes coupantes sur lesquelles il y a des jaguars. C'est métal AF. Ouais, hein? Fait que Mictlan dans mon Cover top 5. d'album de métal encore. Vraiment. Fait que ça, c'est mon top 5. Et j'ai quelques petites mentions spéciales, si tu le OK? permets, Bien sûr. pour ceux-là que je trouve un peu funky. Première mention spéciale à l'outre-monde des Inuits, euh, où pour passer, arriver pur de l'autre côté du monde, il fallait que pendant 9 ans, vous vous rouliez sous une épaisse peau de phoque qui allait graduellement éroder toutes vos imperfections, qui allait Oh, wow. graduellement dans le fond, vous grinder, vous réduire à votre plus essentielle personne. Ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, Yomi no Kuni au Japon, qui est l'endroit où la déesse Izanami est allée pour devenir la déesse des morts. Son frère Izanagi a essayé de la sortir de là. Il n'a pas été capable. Et en revenant du royaume des morts, il s'est lavé pour se purifier. Et en se purifiant, toute l'eau qui est tombée de lui avec les impuretés a généré Amaterasu, le soleil, Tsukuyomi, Ouais, la lune, et Susanoo, le guerrier. c'est beau. Oui, c'est super, super, c'est super évocateur. Euh, et j'ai trouvé ça spécial parce que une des raisons pourquoi il fallait se purifier en sortant du monde des morts, c'est une raison historique, celle-là, c'est pas une raison mythologique, c'est que dans les anciens, puis ça va peut-être même rajouter du contexte à quelque chose qu'on a déjà dit à propos du Japon, dans les anciennes traditions japonaises, il fallait attendre que le corps commence à se décomposer Oui, et puis avant de l'enterrer.
Je peux-tu faire du pouce là-dessus? Parce que moi, Vas-y j'ai donc. trouvé pourquoi on enterre les gens. Oh, oh boy! Alors, ça veut Oh dire qu'on va boy. basculer en mode science. Un petit peu, un petit peu. Oh yeah! On parle de rites funéraires, là, donc c'est pas nécessairement des explications scientifiques, mais un petit peu, un petit peu, c'est un mélange. En fait, pour l'enterrement, Oui. c'est un rituel funéraire qui est une pratique aussi vieille que l'humanité. Puis ça a débuté, en fait, à la base, pour protéger le cadavre des carnivores, les insectes nécrophages, puis les oiseaux, évidemment, pour limiter aussi la propagation des maladies, puis de tout ce qui est germes pathogènes. Mhm. Puis, il y a aussi une croyance, parce que j'ai regardé pour la crémation, je me suis dit, ça fait combien de temps que les gens se font Ce incinérer, crème? se crèment? Oui. Donc, en fait, on parle vraiment de l'ensemble des peuples indo-européens là, anciens, à l'exception de l'Iran, masdéen, OK. ont toujours pratiqué la crémation avec, conjointement avec l'inhumation. Puis, ben, Ah, les deux sont toujours été ensemble. Ça n'a jamais oui, été ça a une à la toujours place des deux. été. Oui, puis apparemment que l'objectif, c'était d'empêcher le retour de l'âme du mort dans son corps. Uhum. Donc, on se Ah! souvient pour nos. Hey, là, on vous ramène en arrière pour les gens qui ont peut-être juste débuté à écouter le podcast. On vous Oui, invite à écouter l'épisode des vampires parce notre qu'on premier parle. épisode. Oui, parce qu'on parle un peu de ça, de cette peur-là des morts et des corps aussi dans les enterrements, des corps qui se relèvent, ce qui m'amène à ramener cette notion-là que on enterrait les morts, dans certaines croyances populaires, on plaçait des roches, donc des rochers sur la poitrine, même dans la bouche, pour éviter que le corps se relève en mort-vivant, en vampire ou autre créature terrible et terrifiante. Mais c'est vraiment hot parce que ça souligne un aspect c'est très difficile de revenir du monde des morts, Oui. mais c'est pas complètement impossible. Puis au niveau de l'enterrement aussi, j'avais oublié de mentionner qu'il attendait 3 jours avant de faire l'enterrement concrètement pour comme donner le temps à l'âme de quitter le corps. Pour vrai, ouais. Pour pas Ouais. enterrer une âme Ben non, sans... ça serait un peu rude. Ça serait un peu rude. Ouais. Mais c'est ça qu'on disait à propos de justement là, du Yomi, c'est il fallait attendre que le corps se décompose avant de commencer à l'enterrer, en tout cas au Japon, dans les vieilles traditions. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous veilliez sur le corps, il fallait déjà que vous étiez déjà en train de manipuler de la matière en putréfaction. Si vous vouliez l'enterrer, alors il fallait se nettoyer. Le nettoyage était nécessaire, la purification faisait partie du rituel. Euh, Hey, je suis vraiment content que tu mentionnes ça parce que moi-même, j'ai cherché, pour la section sciences, là, j'ai cherché pourquoi il y en a autant des histoires de monde de morts puis de voyages dans le monde des morts. Pourquoi c'est partout? Et j'ai pas trouvé. J'en ai cherché beaucoup. Euh, Par contre, j'ai trouvé qu'est-ce qui est arrivé avec ça, c'est que de toute évidence, je ne suis pas la seule personne qui trouve qu'il y en a beaucoup. Parce que je ne sais pas si, Sab, tu connais l'auteur Joseph Campbell. C'est l'auteur du Héros aux mille visages. Et l'œuvre qui est responsable de ce qu'on appelle le monomythe. Euh, Joseph Campbell, comme un bon auteur du milieu du 20e siècle, chapeauté par des psychologues, dont Carl Jung et plusieurs anthropologues, on a constaté que quand on réunit un paquet de mythologies ensemble, qu'on est en train de le faire maintenant, et un paquet d'histoires, on se rend compte, hey, dans le fond, tout le monde est en train de raconter la même histoire. Il y a juste une histoire. Et c'est de là qu'est parti le Hero's Journey, le périple du héros, qui implique l'outre-monde, qui implique une descente aux enfers. Alors, je suis allé chercher le monomythe, je suis allé chercher l'histoire du héros, et comme pour être absolument pas original, j'ai cru que je t'expliquerais les différentes étapes de cette histoire-là avec Star Wars. Euh, Parce que Star Wars 1, le premier film, ben pas Star Wars, je ne peux plus dire Star Wars 1. Star Wars A New Hope est une représentation moderne totalement adéquate du monomythe. Alors, la première étape, c'est
l'appel de l'aventure. Donc, le personnage principal va recevoir un message, une missive, quelque chose qui l'appelle à aller plus loin que sa vie moderne quotidienne plate. C'est quand les droïdes arrivent sur Tatooine puis ils trouvent la ferme de Luke Skywalker. Euh, ensuite, il y a le refus. C'est le héros ou quelqu'un autour du héros ne veut pas que le héros parte à l'aventure. Donc, Owen ne veut pas que Luke soit comme son père. Euh, Ensuite, on rencontre le premier allié surnaturel. Dans Star Wars, c'est Obi-Wan Kenobi. C'est celui qui arrive avec les premiers outils qui vont permettre au héros de faire son voyage vers les enfers, vers l'outre-monde. Ensuite, on traverse le seuil. Il y a un point de non-retour. On ne peut plus rester dans la normalité. Il faut qu'on change. Ça, pour Luke Skywalker, c'est le moment où ses parents adoptifs sont massacrés par les troupes de l'Empire. Ensuite, on arrive dans la section qui s'appelle le ventre du monstre. Et le ventre du monstre, ça, c'est le passage vers, c'est comme la gorge des enfers, c'est le passage vers le monde différent. Généralement, dans les histoires, ça se représente par on passe une porte mythique ou on passe on entre dans une créature. Et dans Star Wars, c'est quand on découvre le Faucon Millennium et qu'on part dedans. Et pour ensuite affronter les épreuves de l'outre-monde. Alors là, on est pleinement sur l'étoile noire dans Star Wars. On suit avec la rencontre avec la déesse. Donc, la déesse, c'est qui? C'est une résidente de l'outre-monde qui détient la clé de ce monde-là. C'est la seule personne qui est capable de donner au héros la chose qu'il cherche. Dans Star Wars, c'est la princesse Leia. C'est elle qui sont venus chercher. Ensuite, il va y avoir un moment de tentation. Le héros va être on propose au héros d'abandonner sa quête, on propose que peut-être qu'il n'a pas bien fait de venir ici, et quelquefois le héros va être tenté de renoncer, et ensuite on arrive au plus profond des enfers où le héros rencontre l'abysse, il rencontre l'opposant, souvent il rencontre le père, comme la personne qui a un pouvoir de vie ou de mort sur lui. Euh, je ne fais... Bien sûr, quand j'ai dit le mot père, tout le monde qui connaît Star Wars chez eux s'est exprimé Darth Vader. Ben oui, c'est la rencontre entre Oui. Luke et Darth Vader à ce moment-là. L'apothéose, c'est le moment où le héros prend conscience de ce qu'il doit faire, mais il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas jusqu'à l'étape du don ultime. Et le don ultime, c'est le moment où il reçoit ce qu'il lui faut pour gagner. Dans Star Wars A New Hope, c'est quand Obi-Wan se sacrifie pour permettre au héros de quitter. Et ça donne à Luke le oomph nécessaire pour prendre sa place, pour devenir le héros de l'histoire. Parce que normalement, le héros est confronté au refus de revenir. Il ne veut pas revenir parmi les vivants après. La vie ne peut plus jamais redevenir la même. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à la fin, où le héros vole en dehors de l'outre-monde, il vole en dehors des enfers, beaucoup plus rapidement qu'il y est entré. Ça a été super dur de rentrer, mais à la fin, il est plein de super pouvoirs, puis il parvient à sortir à la vitesse lumière. Et c'est le moment où les alliés du héros vont reconnaître sa juste valeur, vont lui donner les armes nécessaires pour faire la retraversée du seuil quand il va retourner sur l'étoile noire et qu'il va devenir le maître des deux mondes, c'est-à-dire la personne qui contrôle à la fois le monde des morts et le monde des vivants. Il va faire C'est sauter impressionnant. l'étoile noire. Sais-tu qu'est-ce que ça m'évoque? Vas-y. Ça m'évoque la matrice. La matrice, Parce très qu'il certainement. y a un machin qui s'appelle l'effet Trinity, OK. ou le paradoxe de Trinity, qui est un personnage qui rencontre une femme hyper puissante, qui va comme le former dans quelque chose alors qu'elle-même aurait pu faire la mission, mais finalement, c'est le gars qui fait la mission. Genre, je sais pas si ça C'est s'applique à... absolument ça. C'est totalement ça. Il y a tout le temps le personnage principal, le ou la mentor, qui va être la personnage qui va forger le personnage principal, le Ouais. ou la déesse, qui est la personne qui a les clés de l'autre monde, mais c'est jamais eux autres qui font le personnage principal. Non, On est c'est juste ça. en train de suivre le personnage principal. Ouais. Et c'est tout le temps ça dans toutes les histoires.
Bon, il y a pas mal de critiques qui ont été levées à l'endroit de Campbell parce qu'on va s'entendre que c'est un barème de lecture extrêmement réducteur de n'importe quelle histoire. Je veux dire, on dit, ouais, toutes les histoires, dans le fond, c'est cette histoire-là. C'est comme, t'as pas mal décidé la fin avant de lire le reste. Mais j'ai lu une analyse intéressante et qui est liée à notre sujet d'aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce qu'on utilise là-dedans l'outre-monde? Pourquoi est-ce que c'est l'outre-monde qui est cité comme le lieu des difficultés? Euh, il y a plusieurs études sémiologiques et psychologiques du texte de Campbell qui ont dit la raison pourquoi c'est tout le temps l'outre-monde, hormis que dans la mythologie, c'est tout le temps là que le héros finit par aller, les héros qui visitent l'outre-monde, c'est que ça fait référence à sans doute ce qui est l'apprentissage le plus difficile dans la vie des êtres humains, c'est-à-dire confronter la mortalité, notre mortalité et celle de nos proches, et choisir de continuer à vivre après. Et j'ai trouvé que ça, c'était une explication très, très forte de pourquoi le monde des morts est aussi présent dans la culture. Ben, c'est Et super intéressant. Merci, Simon. j'étudie le mot culture. Oh! Euh, Ben on- là, on oui, pourrait parler d'un million d'affaires. oui, effectivement, mais Et on va réduire ça, je pense. On va vas-y, réduire ça à vas-y. 10 minutes maximum, genre. Parce qu'effectivement, tous les mondes dont on a parlé aujourd'hui proviennent tous de textes ou de légendes qui les accompagnent. Le plus ancien texte que j'ai trouvé qui a rapport avec le monde des morts, le séjour des morts, c'est le texte qui s'appelle La descente d'Inanna, qui est un texte sumérien qui date de 4000 ans environ, où la déesse des cieux descend jusqu'au sous-monde, jusqu'à l'inframonde, pour y visiter sa sœur Ereshkigal, qui a un nom totalement badass et qui est également la reine des morts. Euh, on parle de l'Hadès dans l'Odyssée d'Homère. On parle de et dans des textes de Platon aussi parle de l'Hadès grec. On parle de la Douat égyptienne dans les textes qu'on a trouvés dans les pyramides, dans les tombes, le livre des portes, le livre des cavernes, l'âme Douat et le livre des morts. Bien sûr, le paradis et l'enfer sont donnés en ample détail dans la divine comédie de Dante. Et, shit, j'avais pas parlé de celle-là. Le Vishnu Purana, le texte de la chanson de Vishnu des hindous, nous parle de Patala. Ça, j'en ai pas parlé tantôt, il faisait partie de mes quirky. Patala, c'est les enfers, c'est les sous-mondes, mais ils sont situés stratégiquement dans les jambes de Vishnu, Ah jusqu'à ses ouais. pieds. Et dans ses pieds, il y a des nagas. Et donc, chaque étape des jambes de Vishnu, c'est un niveau des enfers. Ça descend, puis là, tu es dans les genoux, puis là, c'est un autre niveau, puis là, tu es dans les pieds, puis là, c'est un autre niveau. J'ai trouvé ça un peu charmant. Et donc, il y a énormément, énormément, énormément de textes qui parlent de ça, des textes mythologiques, des livres, des films. Tu as mentionné L'étrange Noël de Monsieur Jack, et tu as également mentionné d'autres films de Tim Burton, son premier étant Beetlejuice, qui parle déjà d'un autre monde. C'est vrai. On visite l'autre monde, Ah d'ailleurs, ouais. et qui est beaucoup plus administratif que d'autres choses. Il y a certains autres mondes qui ont une saveur assez administrative. Oui, 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 100%. Et on va y retourner quelques fois. Même l'univers de Marvel a baigné un peu dans les autres mondes parce que ben, l'exemple qui me vient en tête, parce que c'était une merveilleuse représentation de Duat, c'est dans la très récente série Moon Knight qui se passe en Égypte, du moins la moitié de la série se passe en Égypte, puis à un moment donné, le personnage principal meurt, puis s'en va dans la Duat puis même, on voit le Haru pendant un instant. Et j'ai trouvé que c'était euh, une excellente représentation. Il y a beaucoup, beaucoup de places qui ont représenté les Outre-mondes dans les jeux vidéo, peut-être même plus qu'ailleurs. Euh, bon, j'ai déjà fait cette recommandation-là. Je ne peux pas la faire à l'émission à nouveau. Donc, les jeux Hades et maintenant Hades 2, Oui, qui c'est sont tellement bon.
qui sont parmi les meilleurs jeux et qui sont, si vous voulez être renseigné sur qu'est-ce qui se passe dans l'Hades, allez jouer à ce jeu-là parce que c'est littéralement extrêmement informatif. Ça Très vous bon donne jeu et très beau jeu aussi. Les graphiques sont incroyables. merveilleux. Mhm. Le monde de Hell, du Hell nordique, brillamment exploré dans le jeu Hellblade, Senua's Sacrifice et maintenant Senua's Oui, Odyssey. c'est excellent. Et c'est Excellent. un parallèle entre Hell et la maladie mentale aussi. C'est fort, fort, C'est... fort. Vous jouez à ça avec des écouteurs, c'est fantastique. Et terrifiant, tout en même temps. Exact. Euh, le jeu Grim Fandango, une très belle exploration du Mictlan. Avec même des informations, c'est basé un peu sur le Dia de los Muertos mexicain, qui est une syncrétisation du Mictlan et la chrétienté. Et dans Grim Fandango, tu as vraiment des informations qui viennent de la mythologie aztèque. Les 4 jours pour atteindre le 9e monde, ça vient de la mythologie aztèque. Il y a beaucoup d'informations qui sont passées sous le radar. Euh, un autre jeu vidéo que j'ai hautement apprécié et qui nous parle, même sans s'en vanter, ça c'est un peu subtil, mais il nous parle d'un autre monde, c'est le jeu qui s'appelle Control. Je ne sais pas si tu as joué à ça, c'est par le monde qui ont fait Alan Wake. D'ailleurs, Alan Wake parle de la même Non, affaire. j'ai pas vu ça. C'est un jeu qui parle un peu du Tuonela. Tuonela qui est l'autre monde finnois qui n'est pas le même autrement qu'en Suède et en Norvège. Ça m'a surpris. Et, bon, recommandation. Hey, Oui. est-ce que je peux-tu faire un spécial? Tu peux absolument faire un spécial. Parce Est-ce que que, je peux faire un spécial? ben oui, parce que Alors, on fait un j'aurais, extra spécial. oui, parce que j'aurais, OK, 3 recommandations. Oh, wow! OK! Alors, on a un top 5 recommandations parce que j'en ai Parfait. deux. Spécial Halloween, spécial mois d'octobre. Yes! Puis je dis Halloween, là, pour moi, c'est tout ce qui est univers spooky, là, je tiens à dire, vous pouvez appeler ça Samhain, vous pouvez appeler ça le jour des morts, il y a tout ce qui concerne ce octobre et cette période-là. C'est ce qui m'intéresse, juste pour dire. Je dis Halloween parce que je suis basic des fois. OK, donc, j'ai 3 recommandations. Go. Premièrement, recommandation Feel Good, Disney, Pixar. Je crois que c'est Pixar, oui. Oui. Donc, juste pour être sûr. C'est mon film préféré d'animation, je pense, à Wow! date, à venir. Ça, c'est une affirmation, mes amis. Oh Oui, boy. je pense pour vrai qu'il a détrôné tous ceux que j'ai pu adorer dans le passé. Alors, je vous recommande d'écouter Coco. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut être musicien, qui vit dans une famille qui interdit la musique. On ne sait pas pourquoi, mais il se passe des choses. Et bien sûr, on parle du Dia de los Muertos, donc le moment, on n'en a pas parlé dans l'émission beaucoup, mais on trouvera une occasion d'en reparler Oui. spécifiquement. Peut-être Donc, avec un invité. Oui, 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 oui. peut-être avec une invitée spéciale à suivre, spoiler alert. Hmm. Et ben c'est ça. Donc ce fameux jour où le monde des morts et le monde des vivants est connecté, ça permet aux morts d'aller visiter les vivants. Donc ça parle vraiment de cette fête-là. Vraiment super feel-good movie, mais un peu comme le film Up, vous avez des chances de pleurer pour vrai. Il est Mon Dieu, je super pense que c'est touchant. le plus. Je pense que je pense que c'est le plus de larmes qui ont été versées sur un film de Mais Pixar. C'est je pas peu dire. connais presque tous les gens que je connais qui ont vu ce film-là ont versé une larme. Fait que je tiens à vous avertir, sortez à boire de mouchoirs, mais la majorité, tout est positif là, dans le film, puis ça va être super bon. Ouais, c'est pas des larmes de tristesse. Ben oui, un peu. C'est comme des larmes. C'est dur à expliquer. Regardez le film. Oui, donc ça, c'est ma première recommandation. Ensuite, j'ai Au-delà de nos rêves. Donc, What Dreams May Oui! Come, sorti en 1998 avec Robin Williams. Donc, je ramène Robin Williams d'entre les morts. Oh! Il faut que vous voyez ce film-là. Je pense, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie pour de J'ai, vrai. j'oublie tout le temps que ce film-là existe, mais je suis allé le voir au cinéma et ça n'avait pas rapport qu'un film comme ça existe à l'époque où ça fait, où les effets spéciaux ordinateurs n'étaient pas C'est encore convaincants. tellement beau parce que le personnage principal se promène dans des peintures
Et en fait, il va chercher sa femme en enfer. C'est vraiment ça le concept. Donc, on ramène l'idée du monde des morts et de l'au-delà. Très, très Euh, basé sur la divine comédie, en fait, de Dante, en oui, fait, ça. puis c'est vraiment un film qui est magnifique, qui est touchant, qui est créatif. Pour les trucages de l'époque aussi, ça, c'est assez exceptionnel. Bref, un de mes films préférés à vie. Et je suis quand même dans du feel good pour une coupe d'affaires. Feel J'aime bien good, ça quand c'est un feel good. mix. Et finalement, une lecture. Donc, je vous recommande un roman que j'ai adoré, qui est à mi-chemin entre Miyazaki puis South Park. Tabarouette, je pense que c'est le Ouais. plus gros chemin que j'ai été obligé d'aller dans le milieu. Puis pour de vrai, c'était dans la description du livre, puis je l'ai lu en faisant, ben voyons donc. Tu sais. Ouais, oui, ouais, ça va être dur de trouver un balance entre ces deux affaires-là. Et vraiment, c'est super bon. Ça s'appelle Boo de Neil Smith. Puis en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait poignarder à l'école. Puis là, il se retrouve dans le monde des morts avec le garçon qui l'a poignardé. Puis là, il doit apprendre à vivre dans cet univers-là qui est une espèce de limbe, en tout cas paradis, mais que c'est pas ce qui s'attendait vraiment. C'est absolument pas ce qu'il imaginait. C'est super bon. La lecture est quand même légère, très créative. Y a rien, j'ai jamais rien lu de tel. Donc, je pense que ça vaut la peine si vous voulez vous le procurer ou l'emprunter à la bibliothèque. C'est une très bonne lecture. Oui! Oh mon Dieu, quelle belle suggestion! Tu connais, tu l'as lu? Oui, je le connaissais, puis j'y ai pas pensé, mais ça me jette à terre à quel point c'est une bonne suggestion. C'est Écoute, le monde vraiment. des morts, puis l'au-delà, il y a tellement de choix. Il y en a effectivement beaucoup, et moi, je veux aller encore champ gauche, parce que j'aime ça. C'est parfait. Je veux vous recommander, si vous me posiez. Bon, OK, petit background. Euh, Je suis depuis plusieurs années un fan de comédie musicale. Oui. Et si vous me demandiez aujourd'hui, en 2024, quelle est ma comédie musicale préférée, Oh! je vous dirais Hades Town. Ah oui! Et c'est une redite du conte, du mythe d'Orphée, Oui. Orphée et Eurydice, en comédie musicale un peu jazzée, un peu Nouvelle-Orléans, et c'est de la pure magie. C'est souvent les gens qui n'aiment pas les comédies musicales disent ouais, mais c'est juste comme 2 heures et demie de mélodrame avec des chansons. Mais tu sais, des fois, quand tu as l'impression que tu es devant une œuvre importante, là, cette comédie musicale-là, totalement. C'est Wow. au complet le jeu, les chansons, la mise en scène qui n'a pas de Moses de bon sens et le fait que une histoire mythologique de Orphée qui va chercher Eurydice aux enfers et qui essaie de revenir. Et le fait que, à la fin, on se dit on va la raconter demain encore. Peut-être que ça va être différent. Juste ça, ça rend J'adore. toute l'histoire importante. Ça Merci. rend Oh, wow. Mais j'en ai un deuxième! Oui, c'est vrai, c'est J'y ai parfait. pas pensé avant le début de l'émission, mais juste avant d'appuyer sur Record, juste avant qu'on commence à enregistrer, il y a un petit pop-up qui est arrivé dans une coin dans ma fenêtre de mon navigateur et je me suis dit, oh, c'est vrai, il y a le remake de Silent Hill 2 qui vient de sortir. Et je Oh. ne peux pas ne pas recommander Silent Hill 2. Hey, je pense que c'est mon préféré en plus. C'est un des jeux les plus importants de ma vie et c'est un total descente dans l'autre monde. C'est juste ça. Le 2 plus que toutes les autres. Euh, Ouais. et là, c'est lui qui vient d'être fait. Et je vous recommande, si vous n'y avez jamais joué, oh mon Dieu, que j'aimerais ça être dans vos chaussures si vous n'y avez jamais joué. Allez-y tout de suite. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'à peu près tout ce que je pourrais vous dire à propos de ce jeu-là est un spoiler. Oui. C'est un Oui, homme oui. qui va chercher sa femme dans la ville désormais tristement célèbre de Silent Hill. On est Sa quand femme même est dans le morte même depuis 3 genre ans. de scénario, là. Oui. Super bon. Bonne Alors, suggestion, j'aime ça. c'est Ah, ça. mais vous Hey! avez l'embarras du choix quand même, là. Beaucoup de recommandations, un top 5 de recommandations pour notre épisode de octobre. Yeah! Ah! Alors, octobre est terminé et nous entrons après dans le monde des morts pour vrai parce que novembre, c'est le mois des morts. Et là, on va avoir besoin de vous réveiller un peu. En fait, de vous réveiller de sueur froide en plein milieu de la nuit parce qu'on va s'aventurer dans un autre domaine, cette fois-ci ouvertement terrifiant, le domaine du cauchemar.
Ouh, Novembre, on explore le monde du cauchemar. ça va être super chouette. Alors, bien sûr, si vous avez apprécié l'épisode, s'il vous plaît, prenez le temps, abonnez-vous. Spotify, YouTube, on a une page Facebook aussi. Gênez-vous pas pour commenter. On aimerait savoir ben, vos feedbacks, Oui, savoir puis qui nous écoute. est-ce qu'on fait l'affaire qu'on avait dit qu'on ferait? Est-ce qu'on Oui. demande des histoires de notre public? Ah, oui, oui, on fait ça. OK. Donc, en primeur, pour cet épisode spécial de ce mois d'octobre, en fait, on aimerait recevoir vos histoires paranormales, histoires de peur, légendes, des choses dont vous avez été témoin. Oui. Donc, si vous avez envie de nous partager une histoire, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook et sinon, il y a un courriel On a un auquel vous pouvez courriel, écrire. placard à monstre, tout en un mot, placard à monstre, à commercial gmail.com. Et nous allons probablement lire ça en ondes par la suite. On Et aimerait ça pour la prochaine saison, pouvoir en déterrer au moins un par émission. oui, Mm. voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez nous mentionner si vous voulez rester anonyme ou qu'on vous fasse un shout-out en ondes et on a hâte de vous lire. Puis voilà. Donc, bien sûr, gênez-vous pas pour interagir, nous mentionner que vous êtes là parce qu'on aime ça savoir c'est qui nous écoute. Puis il y aurait des possibilités qu'on vous fasse un shout-out en ondes aussi, juste avec vos commentaires. Alors, un grand merci à vous de nous suivre. Merci Simon pour cette super émission et Merci à toi. on se dit à la prochaine pleine À la lune. prochaine.